Ma proposition, elle consiste à adopter d'autres indicateurs de richesse, à la place de ce fameux produit intérieur brut, ça veut dire à la place de la dictature, du fétichisme de la croissance. Dominique Méda est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine où elle dirige l'IRISE, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Dominique Méda mène depuis plusieurs années des travaux sur les indicateurs alternatifs au PIB. Ce qu'elle propose, c'est d'utiliser de nouveaux indicateurs comme l'empreinte carbone ou l'indice de santé sociale pour faire basculer nos sociétés dans la reconversion écologique. Par quel mécanisme? On l'écoute tout de suite nous l'expliquer et puis on en parle ensemble juste après avec Marie-Hélène Ska et Christine Mailly. Je pars de l'idée que l'un des risques majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui dans cette crise sanitaire, c'est que nos gouvernements lancent de vastes relances brunes, des plans de relance qui augmenteront les émissions de gaz à effet de serre et les dégradations du patrimoine naturel, à la fois pour compenser les souffrances qu'auront subies nos concitoyens et puis évidemment pour rattraper les points de PIB, les points de produit intérieur brut perdus, puisque dans nos médias, on ne voit que ça. Nous allons perdre 6, 8, 10 points de PIB. Donc, une relance brune qui, à mon avis, ne ferait qu'accélérer et qu'aggraver la crise qui vient, la prochaine crise qui suivra celle-ci et qui sera beaucoup plus grave, c'est-à-dire la crise écologique, avec son cortège de cyclones, d'inondations, de sécheresses, qui mettront cette fois-ci nos sociétés complètement à plat. Je pense que cette crise écologique sera infiniment plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nos capacités de production, finalement, ne sont pas atteintes. Nos réseaux de télécommunications, d'énergie, notre potentiel de production subsiste. Dans la crise écologique, il n'en ira pas de même. Voilà pourquoi ma proposition, elle consiste à ce que nous concevions dès maintenant un plan de sortie de crise qui repose sur une relance verte d'autre part, l'adoption de pratiques de sobriété d'autre part. Une relance verte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un investissement massif pour la France, plus de 20 milliards par an pendant 10 ans, mis dans la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures, l'agroécologie, tout ce qui nous permettra de faire passer notre société dans un autre état, dans une autre situation. Et puis, parallèlement, l'adoption de pratiques de sobriété, parce que nous voyons bien que nous ne pouvons plus vivre comme avant, si nous voulons éviter cette grave crise écologique, si nous voulons repousser sa survenue, son irruption. Ça implique évidemment toute une série de nouveaux dispositifs, de relocaliser nos productions, de mettre fin à cette division internationale du travail complètement folle. Et ça suppose également pour moi d'adopter d'autres indicateurs de richesse, à la place de ce fameux produit intérieur brut, ça veut dire à la place de la dictature, du fétichisme de la croissance, adopter ou enserrer, relativiser notre produit intérieur brut dans deux autres gros indicateurs, l'empreinte carbone qui permet de fixer des seuils et des seuils identiques pour chacun à la production d'émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et d'autre part un indice de santé sociale fabriqué par ma collègue Florence Janicatrice avec son équipe et qui permet justement d'assurer une égalité dans cette transition. C'est ce que nous appelons avec mes collègues une société post-croissance où ce que l'on poursuit, ça n'est plus des points de PIB justement, mais c'est la satisfaction des besoins sociaux en prenant soin de nos patrimoines essentiels. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais un peu dans le vide cette proposition avec mes collègues. En Belgique, Isabelle Cassirs et Kevin Marichal, avec qui nous avons écrit vers une société post-croissance, en France avec Florence Janicatrice et Jean Gadret. Et je me demande si là, nous ne sommes pas exactement au moment où nous pouvons faire bifurquer nos sociétés vers cette société post-croissance. Marie-Hélène Ska, vous êtes secrétaire générale de la CSC et votre syndicat se positionne en faveur d'une transition juste. Aujourd'hui, là où vous êtes présente pour discuter des conditions du déconfinement, est-ce que cette proposition que vous portez, vous avez les moyens de pouvoir la défendre au nom de vos affiliés?
Alors, tout d'abord, nous la défendons partout en essayant, dans un premier temps en tout cas, que personne ne reste au bord du chemin. C'est notre première préoccupation aujourd'hui et depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et donc, c'est notre manière à nous de prendre en compte un maximum de situations. D'abord, les situations des travailleuses et des travailleurs qui perdent leur travail, mais aussi des artistes qui ne peuvent plus prester, de tous les intermittents du spectacle, des accueillantes d'enfants, des étudiants qui aujourd'hui se retrouvent sans revenus pour une partie. Et donc, notre premier travail, il a été celui-là, c'est-à-dire de faire en sorte que la transition, le confinement progressivement dans le déconfinement, on soit attentif chaque fois à ne laisser personne au bord du chemin. Donc ça, c'est notre premier travail et ce sera encore notre travail pendant un certain temps, puisque dès que le déconfinement va s'amorcer, nous assisterons sans doute au fait que beaucoup d'entreprises ne se relèveront pas, que beaucoup de travailleuses et de travailleurs seront à nouveau une deuxième fois victimes et risquent de perdre leur emploi et donc la source principale de leurs revenus. Donc ça, c'est vraiment notre préoccupation de court terme, j'ai envie de dire pour l'instant. Christine Mailly, le réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, dont vous êtes la secrétaire générale, a publié il y a quelques jours une note de travail qui indique à quelles conditions le réseau soutiendrait la relance économique de transition et de proximité. Est-ce que vous retrouvez dans les propos de Dominique Méda des éléments des notes que vous avez écrites ? Alors le réseau se sent très proche de ce que Dominique Méda dit maintenant dans cette crise sanitaire, mais déjà auparavant, puisque la crise sanitaire est une superposition sur une crise sociale dramatique. Et cette crise sociale, si elle n'est pas réglée, ne contribuera pas à aider à la transition environnementale, à la biodiversité, etc. Donc tout ça se tient. Donc en effet, ici, on est un peu dans une crise sanitaire, une épidémie qui fait effet loupe et qui révèle à quel point il faut aller vers toutes sortes de transitions, mais à quel point la résolution de l'exploitation et des problèmes sociaux et des inégalités est la clé pour arriver à passer dans une transition écologique, environnementale et une manière différente d'envisager le travail. Au réseau, il y a très longtemps que les témoins du vécu militant avaient déjà identifié ce qu'était la multitude des richesses auxquelles il faut accéder pour arriver à faire une société cohérente, solidaire et proche des défis environnementaux. Il y a très longtemps qu'ils ne parlent plus seulement des richesses matérielles uniquement et des richesses financières. Ça étant, ça n'enlève pas que sans un revenu suffisant, il n'est pas possible aux personnes et aux populations de pouvoir être des acteurs porteurs de n'importe quelle autre transition. Donc il faut régler la question sociale. On a toujours dit au réseau qu'il fallait développer des emplois qui font du bien à ceux qui le pratiquent, qui font du bien à ceux qui en bénéficient et qui font du bien à l'environnement et à la biodiversité. Et on pense que cette crise aujourd'hui sanitaire qui se superpose à la crise sociale bien préexistante, rappelons-le, elle va s'aggraver, elle s'aggrave pour le moment compte tenu des nécessités de confinement, etc., et des risques économiques, etc. Mais elle est très importante. Donc voilà, oui, on se retrouve dans de nouveaux indicateurs complémentaires au PIB. Il y a longtemps qu'on est autour de la table avec l'IWEPS, elle citait Isabelle Cassirs qui a des contacts avec. Moi, j'ai envie de dire maintenant qu'il faut mettre tout le monde au pied du mur et ne plus reculer devant l'obstacle. Et donc voilà, au réseau, on est bien favorable à de l'emploi, pas n'importe quel emploi, au service du social, de l'humain et de la transition environnementale et économique qui s'impose. Marie-Hélène Ska, on a entendu parler aussi, Dominique Méda, de risque de relance brune. C'est un constat que vous partagez également au niveau de la CSC, de ce que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que c'est juste un risque ou est-ce que c'est déjà là ? Non, alors c'est un vrai risque parce que le vrai risque qu'aujourd'hui, c'est une très forte pression à redémarrer juste comme avant. C'est-à-dire de considérer que le Covid a juste été... Maintenant, il faut relancer, soutenir encore un peu plus les activités qui étaient déjà soutenues hier. Or, nous pensons exactement l'inverse. C'est-à-dire que le monde d'après-Covid, pour nous, il existe déjà. Dans le monde d'aujourd'hui, il existait déjà dans le monde d'hier. C'est un monde où la réussite est plus collective qu'individuelle. Et donc, où effectivement, les paramètres et les indicateurs de réussite doivent
être revue. Nous avons été fort frappés, par exemple, lors de ces derniers mois, de voir pratiquement à la une de tous les journaux le fait que la réussite, c'était devenir une gazelle, c'est-à-dire d'avoir 1 milliard de capitalisation boursière. Pour nous, ce sont des indicateurs qui n'ont strictement aucun sens. Et donc, le monde d'après, c'est un monde dans lequel, d'abord, l'État doit avoir un rôle tout à fait prédominant. C'est l'État qui doit déterminer, via ses instruments économiques, quel type d'activité il souhaite soutenir et quel type d'activité il souhaite faire décroître. Et donc, ça suppose une large discussion qui dépasse de loin les clivages politiques là-dessus. C'est une vraie vision de société en se disant, tiens, avec l'argent public, qui est notre argent à chacun d'entre nous, via les cotisations sociales et via les impôts que nous payons, à quoi cet argent doit-il servir? Qu'est-ce qu'il doit servir à soutenir comme type d'activité? On a beaucoup parlé ces dernières semaines d'une économie du lien plutôt qu'une économie du bien. Alors si on veut prendre cette économie du lien au sérieux, bien, ça suppose des actions tout à fait concrètes par rapport au métier des soins, par rapport à la situation des jeunes, par rapport à la situation des familles monoparentales, c'est-à-dire de se préoccuper des situations qui aujourd'hui sont en grande difficulté, à la fois, comme le disaient Christine Mailly et Dominique Méda, par rapport à leurs revenus, mais aussi par rapport à leur situation, à leur place dans la société et ce qu'elles peuvent apporter. Pour terminer sur un point, ça m'a beaucoup frappé de voir que depuis le début du confinement, les personnes âgées, les grands-parents, arrière-grands-parents sont confinés chez eux et on prend tout d'un coup conscience que au final, ce ne sont pas des profiteurs, juste des personnes qui ont cherché à quitter le marché du travail beaucoup plus tôt que les autres, mais ce sont des personnes qui ont un rôle social et un rôle économique essentiel. Et lorsqu'ils disparaissent de leur rôle, de pouvoir prendre soin de leurs petits-enfants ou tout simplement d'être proche de leur famille, eh bien là tout d'un coup on mesure le gouffre qu'il y a de ces activités dont on n'avait jamais pensé à mesurer le rôle d'une quelconque manière. Donc oui, la relance brune, c'est un risque important chez nous, et donc ça veut dire qu'il faudra que tout le monde essaye de se dire quelles sont les activités que l'on veut relancer, à quel prix et avec quel rôle pour l'État. Je pense que la crise aujourd'hui montre aussi à quel point l'État est un acteur tout à fait central. Merci Marie-Hélène. Christine Mailly, tout à l'heure, Dominique Méda nous a parlé de sobriété en matière de consommation et de production. Est-ce que cette discussion-là, vous pouvez aujourd'hui l'avoir avec vos publics qui sont quand même avec les citoyens avec lesquels vous travaillez, qui sont dans une situation très particulière par rapport à leur pratique de consommation et de production? Écoutez, je pense que s'il y a une vertu à cette épidémie dramatique, évidemment, c'est peut-être de montrer à quel point une partie importante de la population n'est pas dans la sobriété, mais dans le trop peu de tout. Ce qui frappe tout le monde, c'est que la nécessité sanitaire d'essayer d'être en contact avec tout le monde pour garantir que les personnes ne contaminent pas ou ne soient pas contaminées, a obligé l'État et l'ensemble des acteurs à s'intéresser à tout le monde. Et en étant obligé de s'intéresser à tout le monde, eh bien, c'est devenu gros comme le nez au milieu du visage que, en effet, il y a des gens qui sont dans le trop peu de tout depuis très longtemps, de façon extrêmement durable, mais durable négativement, pas durable au sens d'avoir des conditions de vie, de santé, d'accès aux soins, des conditions environnementales, etc., correctes. Aujourd'hui, être confiné quand on vit dans des logements surpeuplés, dans des endroits où il n'y a quasi plus d'espace vert, dans des endroits où on n'a pas pensé les relations sociales collectives, etc., c'est un drame. Quand au contraire, être confiné en milieu rural, c'est pas agréable, mais si on a la chance d'être dans des conditions un peu correctes, c'est vivable et supportable. Donc attention, effectivement, nous on est pour une société environnementale plus durable, pour une attention à la surconsommation. Mais vous savez, les gens qui sont dans le trop peu de tout, ils ne cherchent pas à surconsommer, ils cherchent à accéder aux droits de base
qui permettent simplement d'exister sans avoir le souci quotidien de pouvoir se chauffer, se loger, s'alimenter. Regardez le drame sur la difficulté dans l'aide alimentaire pour le moment. Regardez le drame du nombre de gens dont on constate qu'ils ne savent pas se nourrir en toute autonomie et encore moins, évidemment, de qualité. Donc, je veux dire, on voit bien à quel point tout ça est important. Et donc, résoudre le problème environnemental, ça passe par une qualité de logement, une qualité d'accès à l'énergie, une qualité alimentaire, une qualité économique d'accéder à ces biens-là. On doit se demander aujourd'hui s'il est normal que les gens soient privés de biens aussi basiques que ça. Merci à toutes les deux. Merci Marie-Hélène Scam, merci Christine Mailly de nous avoir rejoints pour discuter de cette première proposition. On vous propose de laisser la place à nos autres intervenants, mais de rester avec nous quand même derrière vos écrans pour la suite, puisqu'il y a d'autres propositions qui suivent, qui vont certainement répondre aussi à vos propres préoccupations. Et précisément, la suivante va spécifiquement traiter de l'accès à l'emploi à un nombre plus élevé de personnes et donc permettre de répondre à une série de questions soulevées par Marie-Hélène Scam et Christine Mailly à l'instant.